Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci d'avoir choisi cette antenne, définitivement je pense, et merci à nos chroniqueurs d'être prêts pour une des émissions les plus dangereuses du paysage audiovisuel martiniquais. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens d'ailleurs qui portent plainte contre nous pour diffamation, donc je vais vous raconter ça. C'est les gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité, mais vous inquiétez pas, on va la dire quoi qu'il arrive. On a un petit nouveau qui est revenu, Bertrand François Lubin. Bonsoir Eddy Marajo, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce soir. Vous, les gens ne vous aiment pas, vous savez pourquoi? Parce que vous dites la vérité. Et vous étayez ce que vous dites avec des textes de loi. Ben, je pense que je n'ai pas d'autre alternative. Hein. Donc ce soir, ils vont souffrir. Ah, je sais pas, on verra bien. Non, surtout que les thèmes, ce qui va sortir. les thématiques sont directement liées, oui, évidemment, ce sont des à la thématiques, loi tout à fait, Frédéric d'Espagne. Bonsoir. Bonsoir Eddy Marajo, bonsoir à tous les chroniqueurs et à tous nos téléspectateurs. Merci d'être de retour. Emmanuel de Rênal. Bonsoir Eddy, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Alors, pour ceux qui zappent régulièrement et qui disent « Comment, de Rênal là tous les soirs ?» Non, de temps en temps, ça lui arrive de nous faire faux bond et d'aller dans d'autres émissions que nous ne nommerons pas, puisque ce sont d'excellentes émissions. Claude Titina. Bonsoir. Titina, vous êtes prête pour le carnaval, vous, ouais. Ah oui, archi. De toute façon, vous êtes prête depuis décembre. Non mais, faut que je dise... Non, faut pas exagérer. Ben J'ai oui. mis les boas Tous parce les dimanches, qu'il fait froid. tous les dimanches, vous trouvez quelque chose à faire. En lien avec le carnaval. Ah non, pas en lien, mais je suis très occupée, c'est sûr. Très occupé. C'est parti. Alors nous également, nous sommes très occupés. Sachez que la règle du jeu, c'est bien évidemment de mettre en valeur dans cette émission les sujets réalisés par la rédaction d'ATV. Donc ce sont des journalistes qui nous offrent le menu. On va commencer par le très classique bilan de la délinquance. C'est chaud. C'est parti. Violence, vol, trafic en tout genre. Le préfet de Martinique a présenté les chiffres de la délinquance pour l'année 2025. Le directeur territorial de la police nationale de Martinique était à ses côtés. C'est la lutte contre l'insécurité routière. On a eu 40 morts sur la route l'année dernière. C'est un chiffre énorme. C'est autant que le nombre de morts par arme à feu. Donc on a mené beaucoup d'opérations de sécurité routière et on va continuer en 2026. Évidemment, les violences intrafamiliales, c'est vraiment un énorme sujet. On souhaite aller encore plus avant et être plus performant en la matière. On n'est pas les seuls parce qu'on a le rectorat, on a la collectivité territoriale qui travaille également sur la protection de la petite enfance. Donc on est tous mobilisés. Concernant les décès par arme à feu, la Martinique en a recensé 40 sur l'année contre 34 en 2024. Un chiffre qui place le territoire au 3e rang des départements les plus touchés rapportés à la population. Par exemple sur les cambriolages, les vols de véhicules, les tentatives d'homicide. Mais effectivement, la situation reste compliquée sur le front des vols à main armée et des homicides. Pour autant, les autorités avaient annoncé des renforts d'enquêteurs en 2025 qui sont arrivés. On a eu plusieurs enquêteurs, une vingtaine, qui sont venus de métropole nous renforcer pendant toute l'année 2025, ce qui a permis d'augmenter de 50% le taux d'élucidation de nos enquêtes, ce qui fait que maintenant 2 faits sur 3 sont élucidés en Martinique lorsqu'ils sont commis en zone gendarmerie, ce qui est très important. S'agissant de la législation sur les stupéfiants, une hausse de 40,5% a été constatée, un niveau supérieur aux moyennes nationales. Comme l'a souligné Étienne Desplanques, l'une de ses priorités reste la lutte contre la prolifération des armes à feu. Nous avons vraiment eu beaucoup de saisies d'armes à feu. Ça a augmenté de près de 60% l'année dernière. On a atteint un chiffre de record de saisies d'armes à feu. On voit que par ailleurs, ces dernières semaines, on en a un petit peu moins, ce qui montre qu'il y a quand même une évolution. L'objectif, c'est vraiment de pourrir la vie des trafiquants et en particulier ceux qui organisent le trafic de mules, leur rendre la vie impossible en Martinique. En 2025, 294 armes ont été saisies contre 183 l'année dernière, soit une augmentation de 60,7% par rapport à 2024. Vous aurez remarqué que tout augmente, à la fois les captures,
les saisies et les délits. Donc, dans tout ça, est-ce que ça traduit est-ce que pour nous, l'année 2026 va être pire que celle qu'on vient de connaître? Je donnerai tout de suite la parole. Je tends le micro à notre ami Bertrand. Bertrand, est-ce que ça se traduit dans des interpellations que vous pourriez connaître du monde scientifique, parce que vous êtes d'abord un scientifique, de la part des autorités? Est-ce que les autorités, au bout d'un moment, finissent par se dire, il y a peut-être des gens qui réfléchissent à cette problématique et on va les interroger? Alors, à vrai dire, non. Je ne connais pas. Bon, en ce qui me concerne, ce n'est pas mon champ d'investigation. Oui, mais bon. Mais même ceux que je connais, effectivement, ne travaillent pas spécialement sur cette question. Mais comment on peut comprendre que des élus, des responsables administratifs, ne s'adressent pas à ceux qui sont censés réfléchir, en tout cas avoir le temps de réfléchir, parce qu'eux, ils ont la tête dans le guidon, sur ce que ça signifie ou ce que ça dit d'une société? Alors, bon, si je reste dans le domaine universitaire, nous n'avons pas véritablement, donc, chez nous, de département de sociologie pour travailler sur ces questions. Donc, il y a quelques sociologues, mais il n'y a pas véritablement un département donc, qui s'attelle à labourer, je dirais, ces questions. Donc, ceci étant... Mais vous aviez eu et vous avez encore des gens qui s'intéressent aux politiques, à la politique. Oui, tout à fait. Ça, c'est un sujet éminemment politique. Et bien sûr, bien évidemment, j'ai envie de vous dire que il faut qu'on évite donc de considérer que ce sont des faits divers. Les faits divers sont là pour nous divertir, autrement dit, nous détourner donc, de ce qui est important. Ça devient une vraie... J'ai envie de vous dire, au stade où nous en sommes, ça devient une véritable question existentielle. C'est notre avenir commun qui est interrogé aujourd'hui. Il y a un policier qui nous disait, je n'ai pas envie de vous le dire, mais tôt ou tard, je vais dire aux citoyens, vous devrez vous protéger vous-même. Alors, ce serait grave, parce que toute l'histoire de l'humanité a consisté justement à nous déposséder du droit de nous faire justice. Et l'État, pour reprendre l'expression d'un sociologue qui s'appelle Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, bon, peut-être que l'État ne fait pas son travail. Mais en tout cas, là, nous avons une vraie question qui doit nous interpeller, à la fois individuellement et je dirais collectivement, parce qu'on peut s'imaginer aisément que si chacun de nous fait ce qu'il faut, qu'on aura résolu une bonne partie du problème. Parce que ce qui est en train de se passer, alors évidemment, ce ne sera pas dans les statistiques, ce qui est en train de se passer, c'est que quand il y a des saisies, parfois, c'est des saisies qui concernent des honnêtes citoyens, comme on dit, qui ont des armes chez eux ou dans leur voiture. Oui, j'en connais personnellement une histoire donc de ce type, et oui, effectivement, oui. Ça veut dire en clair que la prophétie de ce policier est en train de se réaliser. Oui, certainement. Bon, j'ai ouï dire que dans certains quartiers de Fort-de-France, il y a des milices privées. Bon, je ne sais pas réellement si ça existe, mais bon, comme vous, j'ai déjà entendu un certain nombre de choses. Mais là aussi, il faut garder raison, j'ai envie de dire. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, parce que il est clair que même si chacun d'entre nous n'est pas en mesure d'affronter un phénomène qui est massif, moi, ce qui m'interpelle à travers ce qui a été présenté, c'est la diversité des formes de violence. Hein. Vous avez donc la violence domestique, ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, donc, notamment avec ce qui... Je ne dis pas nous spécifie, d'ailleurs, je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, c'est une particularité qu'on peut relever chez nous, c'est les violences contre les femmes. Oui, ça, prend une allure très problématique chez nous. Emmanuel de Rênal, bon, c'est un rituel. Hein. Chaque année, les autorités en charge du maintien de l'ordre, on va dire ça comme ça, font leur bilan, parce qu'il faut des chiffres. S'ils ne fournissent pas de chiffres, là-haut, ça s'énerve, parce que là-haut, ils sont jugés aussi sur des chiffres. Alors quand je dis là-haut, c'est notamment le ministère de l'Intérieur. Bon. Mais une année comme ça, c'est pas bon du tout. Hein. Alors juste sur la délinquance et les crimes liés aux armes à feu, c'est plus 20%. On est passé de 34 homicides à 40. On est
On est focalisé sur ces chiffres qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et puis on oublie, alors Bertrand vient d'en signaler un, mais il y en a un qui est catastrophique, c'est celui de la délinquance routière. Absolument. Alors là, on oublie. Oui, oui. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, la route tue autant que les armes à feu. Tout à fait. 40 morts par accident de la route, 40 morts par homicide. Donc ce sont des chiffres catastrophiques. Le rapport notamment montre un renforcement de l'intensité des violences. Il y a d'un côté la délinquance, mais il y a surtout l'intensité de la violence qui n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment. Et là aussi, ça raconte un peu quelque chose de notre société. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent peut-être augmenter l'agressivité chez nous. Vous parliez tout à l'heure de regard politique sur les choses. C'est vrai que la sécurité devient aujourd'hui un axe de pensée politique peut-être plus important qu'avant, en tout cas chez nous en Martinique, puisque longtemps on a plutôt évacué cette thématique du débat politique. Et là aujourd'hui, je pense que cette thématique revient et avec la nécessité, et comme le disait très, très justement Bertrand, d'accorder l'ensemble des parties prenantes sur ce combat-là, parce que c'est le rôle de l'État, qui est un rôle régalien, bien évidemment. C'est le rôle des élus locaux que d'accompagner l'État dans la politique sécuritaire. Il ne faut pas l'oublier. Or, on a malheureusement un souvenir récent où il y a eu des disparités entre ces deux visions. Ça n'a pas été bon pour notre climat sécuritaire. Et puis, il y a le rôle des citoyens qui ont un rôle à jouer. Et effectivement, si chacun prend conscience qu'il a sa part d'action, peut-être qu'on peut commencer à obtenir des résultats. Claude, il y a quelque chose qui caractérise notre société, je parle de la société martiniquaise, c'est l'omerta. Les gens voient des choses, ils devinent des choses, ils ont la preuve de certaines choses, et ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, or, et beaucoup de policiers le disent, si, et Emmanuel vient de le signifier, si on n'a pas le soutien de la population locale, on ne va pas progresser très vite. On a nos propres moyens de détection, d'identification, mais si on avait une population qui disait on en a marre et on va dénoncer les malfaiteurs, ça irait plus vite. Pourquoi le Martiniquais pratique l'omerta ? Comme dans toute société insulaire. Je veux dire, tout le monde se connaît, enfin plus ou moins, et puis c'est une société, on l'a dit, de plus en plus violente. Enfin, je veux dire, les représailles, vous êtes bien placés pour en connaître. On en a connu également sur ce plateau. Enfin, pas sur le plateau, mais des menaces. Donc ça veut dire, cette omerta, c'est que les gens ont peur, naturellement, et parce qu'ils risquent d'être menacés très fortement, mais c'est valable aussi dans n'importe quelle province, dans n'importe quel lieu. Donc là-dessus, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. C'est clair que si les gens participaient plus, il y a une petite nuance tout de même, une évolution, c'est l'utilisation des téléphones pour pouvoir filmer. Donc les gens, on voit sur TikTok et tout, des petites vidéos où les gens sont derrière les persiennes et ils filment. C'est déjà pas mal. Ouais. Il y a du progrès. Mais c'est une forme de témoignage. C'est une forme de témoignage, ça peut toujours servir. Surtout quand il y a de vrais soucis graves dans certains endroits. Mais ça s'arrête là. Donc ça, lutter contre ça, c'est très difficile. Par contre, la responsabilisation des parents, quand ils sont là, de l'entourage familial, là où il y a une vacuité, où il y avait des choses qui se faisaient auparavant, c'était quand même le rôle un peu des églises, je ne dis pas du catholicisme, je dis des églises en général, où il y avait quand même le catéchisme ou ailleurs, enfin les enfants étaient un petit peu tenus. L'ordre et la morale. La morale. Il n'y a même plus, je crois, il n'y a plus d'institut d'instruction civique à l'école, etc. Donc là, aujourd'hui, on a cité les homicides, on a le chiffre, mais il y a plus d'une centaine de tentatives d'homicides. Oui, là, et l'augmentation, Bertrand l'a cité, des violences intrafamiliales, c'est plus 10%.
Et je me souviens très bien, et c'est pas nouveau dans nos sociétés, c'est-à-dire que le général Vaquette, qui était notre commandant de gendarmerie, quand il avait fait ses vœux il y a 2 ans, il avait souligné que la majorité des appels envers la gendarmerie, c'était des appels pour des violences intrafamiliales. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les élus, ce n'est pas, je sais pas quoi. C'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Oui, en regardant de près et en comparant, c'est une tendance nationale. Oui. Oui, enfin, alors dans ce cas, moi j'aime bien être caribéenne. Alors, c'est aussi peut-être une tendance à s'inclure. Alors il vaut mieux pas aller voir. Il vaut mieux pas aller voir dans les îles de la Caraïbe parce que là, c'est bien pire. C'est structurel et c'est pire. Et avec des armes. Tout à fait. Alors Frédéric, vous n'en avez pas marre de vous taper ce type de chiffres en permanence, de violence, parce que ça devient, au-delà des faits, parce que là on a des chiffres et ils traduisent une réalité, est-ce que les Martiniquais n'en ont pas assez de cette espèce de battage médiatique autour de la violence? Alors je vous dis ça parce qu'on vient de faire un sondage sur les préoccupations des Martiniquais et l'insécurité n'est pas au tout début des préoccupations. Exactement. Les gens ne nous disent pas non, il faut mettre des flics partout, pas du tout. Ils nous disent 3 choses. Donnez-nous du travail, faites les prix baisser et donnez-nous du transport. Enfin, dans tout ça, il n'y a pas de problématique de sécurité. Alors c'est quoi ce paradoxe là? Ce paradoxe, c'est qu'il y a d'autres urgences et que la violence, tant qu'elle ne nous touche pas, bien qu'elle nous affecte, ce n'est pas notre quotidien. Donc on est très logiquement questionné par comment nourrir nos enfants, comment faire survivre notre famille. Ça s'appelle tout simplement un instinct de survie. Pourtant, les policiers nous disent, attention, depuis des années d'ailleurs, notamment le syndicat Alliance et 2 vedettes médiatiques du syndicat Alliance nous disent, attention, vous êtes là tranquillement en train de faire vos barbecues, mais bientôt vous allez devoir mettre devant vos anniversaires et vos petites fêtes des gens armés. Oui, mais c'est le propre de l'être humain, tant qu'il ne voit pas les choses et qu'il ne les vit pas de façon imminente et immédiate, de ne pas les considérer, si le cerveau est ainsi fait, de ne pas les considérer comme, de par l'instinct de survie, une urgence. Maintenant, quand vous me posez la question, Chéridi, de savoir si je n'en ai pas assez d'entendre rebattre et rebattre les oreilles, non, moi je suis pas du tout contente d'entendre ça, mais je pense qu'il y a des causes qui, elles, depuis quelques décennies, sont non pas en recul, mais en avant. Alors, du coup, j'ai comparé sur l'évolution en disant rapidement les indicateurs et je serai succincte. Les homicides par arme à feu, sans surprise, explosion. Narcotrafic, sans surprise, explosion. Structuration des réseaux, explosion. Véhicules, vous en avez parlé, explosion. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Le taux d'élucidation des crimes s'est amélioré notablement. L'atteinte aux biens est en recul progressif. On préfère atteindre les personnes, donc je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle, je ne le crois pas. Il y a de moins en moins de biens. Mais regardons juste le contexte. Nous sommes en France, nous sommes dans un contexte où la police déjà a beaucoup de mal. Alors on peut dire, on est comme dans un pays de droits de l'homme, mais la police ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Et elle est aussi hautement contestée. Beaucoup de policiers aujourd'hui sont mis en cause quand eux invoquent la légitime défense, il faut le dire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu parlais à juste titre, Claude, du cadre et de la morale, mais il y a ce cadre effectivement religieux, historique, mais il y a aussi le cadre associatif qui était largement préventif, qui permettait d'éviter ce genre de choses. Il y a aussi les systèmes de vidéosurveillance qui sont aujourd'hui chez nous quasiment lettre morte. Non mais ça fait partie de l'arsenal. Il y a des villes qui sont super bien équipées. On a effectivement un besoin de milices renforcées. Je crois que c'est beaucoup plus important de pouvoir parler de milices renforcées. Le préfet l'a signalé, policière, étatique. Et d'accord, vous nous avez fait peur. Oui. Non, Bertrand a eu un frisson là. Je ne peux pas défendre cela, mais néanmoins, on voit très bien que les armes à feu et le narcotrafic sont devenus centraux, alors que on est passé en fait d'une délinquance, si vous voulez, de volume à une délinquance beaucoup plus violente. Et ces sujets-là, aujourd'hui, ils ont des solutions. Ils peuvent être, le sujet c'est que la police ça se paye, les effectifs ça se paye et on a un État français qui est en pleine gabegie financière, on peut le voir, et si on ne se réorganise pas autour de cela, ça peut effectivement, ça empirera. Bon, un petit éclairage, je suis sûr que Claude et Emmanuel vont le confirmer.
quand on va du côté de Rivière-Pilote ou du côté du Diamant, les clubs privés de tir, ça explose de partout. Et j'ai été faire un petit tour là pour voir les armes que monsieur tout le monde, citoyen martiniquais, absolument. possède et avec lesquels ils s'entraînent. C'est de la folie furieuse. Hein. Donc, Ça a explosé. la milice, là, on n'en est pas loin. Hein. Alors certainement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai ouï dire, donc ça veut dire qu'il y a une réalité. En Nous avons tous ouï Mais dire. Justement, je pense qu'il faut quand même raison garder encore une fois, parce que le risque, c'est de rentrer dans une logique sécuritaire. Et puis prolonger donc ce que disait Emmanuel tout à l'heure lorsqu'il a parlé des élus locaux. On est dans un contexte d'élection municipale. Et effectivement, tous les travaux donc, de sociologues sur ces questions témoignent de l'intérêt donc, de la prévention et notamment donc, de donner une dimension sociale à cette question. Et quels sont ceux qui sont les plus à même d'apporter une réponse? Parce que c'est un phénomène. Un phénomène, donc c'est la conséquence de quelque chose. Donc il faut bien qu'on s'interroge sur les causes. Ouais. Et il est clair que les maires ont un rôle à jouer en termes de prévention et donc de donner une dimension. Il y a une dimension sociale du problème de la violence. Il va falloir bien qu'on s'y attelle un jour. Et je fais, à l'occasion, je fais un plaidoyer pour l'éducation, bien évidemment, puisque le processus de civilisation, d'accord, ça va passer par l'éducation. D'accord. Il va bien falloir qu'on remette à l'ordre La culture. Oui, plus largement la culture. Je suis d'accord avec vous. Qu'on remette effectivement cette dimension au cœur de la politique contre la violence. Parce que à regarder les programmes qui commencent à sortir, le mot éducation est à nouveau totalement absent. Par contre, police municipale, armée et caméra. Oui, bien évidemment, sûr. c'est reparti, oui, tout à fait. même dans les petites villes de moins de 1000 habitants. Juste pour rappeler que les chiffres, on verra pour les chiffres 2026, mais ils ont commencé très fort puisqu'il y a eu une prise de 1000 armes début janvier, souvenez-vous. C'était 1000 armes ou 1000 cartouches? Non, des armes. Des armes? Non, des armes. Bon, on va vérifier. En approche de Martinique, dans le canal de Saint-Lucie, ça a été annoncé officiellement par le préfet. Bon, très bien, on va le rappeler. Il y a une logique totale, puisque là, on vient de parler de la délinquance, et là, on va parler du centre de détention, centre pénitentiaire, où ça a un peu chauffé, on va dire ça comme ça. Sujet. Au centre pénitentiaire de Ducos, les tensions montent. L'extraction d'un détenu classé escorte niveau 4 sans renfort adapté alerte les agents qui dénoncent une mise en danger inacceptable de leur sécurité. Hier, dans la matinée, une urgence, en tout cas aux fins d'examens médicaux, nécessitait effectivement qu'il y ait une sortie d'une personne détenue de nationalité vénézuélienne, d'accord, enrôlée dans la criminalité organisée, mais également dans le narcotrafic, et bien sûr classifiée au niveau 4 de l'échelle des escortes, ce qui nécessitait bien entendu qu'il y ait une main forte des forces de sécurité intérieure pour mener à bien la mission. Monté au créneau, le syndicat UFAP-UNSA s'est mobilisé pour cela. Parallèlement à cette situation, nous avons aussi fait valoir des revendications. À l'issue de cela, des réflexions ont été portées, il y a eu des discussions transversales et bien entendu, le chef d'établissement arrivé dans la matinée était donc dédié pour nous recevoir afin de faire un point. Nous ne comptions pas nous arrêter là. Nous avons demandé que Paris se mette en visio pour qu'on ait des échanges crédibles et fiables. Cet après-midi, les personnels ont été reçus par le directeur du cabinet du préfet. Le renfort des forces de sécurité intérieure sur ce territoire à forte criminalité a été souligné. Une réunion est prévue pour rétablir la collaboration, tandis qu'une commission pluridisciplinaire ajustera les niveaux d'escorte, mettant fin à une crise jugée légitime. Donc d'être opérationnel pour bon nombre de missions, mais surtout pour répondre aux conditions de sécurité qui s'imposent à nous, compte tenu de la situation de ce pays, enregistrée comme étant une zone GIRS, mais surtout avec une activité du narcotrafic, de la circulation des armes et de la criminalité, nous imposant justement de travailler en sécurité. Contactée, la direction du centre pénitentiaire de Ducos n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview.
Bon, pour ceux qui ont zappé ou qui n'étaient pas nés, je rappelle qu'il y a 9 ans, en 2016, oui, c'est ça, 10 ans. J'étais 10 née, ans. hein, j'étais Tu née. étais né, tu étais. Et un certain nombre d'entre nous n'étaient pas forcément en Martinique. Il y a un commando armé qui avait participé à la fuite d'un baron de la drogue qui s'appelle Walter Pérez Caruso, de nationalité colombienne. Et évidemment, un certain nombre de fonctionnaires pénitentiaires avaient été braqués et épargnés, dont la vie avait été épargnée parce que Walter Pérez Caruso avait dit à ses complices « surtout ne tirez pas ». Bon, alors il est évident qu'avec une telle expérience, on n'a pas envie de recommencer. Mais pourquoi, Claude, pourquoi on en arrive à une telle négligence? Pourquoi, les mêmes causes pouvant créer les mêmes effets, les fonctionnaires pénitentiaires sont obligés de bloquer pour qu'on leur dise bah, écoutez, à détenus dangereux, convoyage exceptionnel. Enfin, oui, Parce normalement. qu'on a vu ce que ça donne, par exemple, dans la région parisienne, Absolument. avec des morts. Et puis eux, ils ont vécu des choses difficiles aussi. Il n'y a pas Ouais. eu que ça, avec des détenus un peu particuliers. Ouais. Et effectivement, il semblerait que là, il y ait eu un petit souci un gros souci de communication, puisque normalement, ils auraient dû être accompagnés, comme ils l'ont dit, avec les forces de sécurité, etc. Bon, là, les choses évoluent un peu. Il y a un petit peu de nouveau depuis ce soir. Ils ont été entendus. Alors, il faut qu'ils bloquent avec des palettes. Il faut qu'ils fassent le... Voilà. Entre C'est bloquer comme et ça. se faire flinguer Et ouais, au c'est leur CHU... vie. C'est leur vie qui est en jeu. Ouais. Donc, il n'y avait pas les revendications. Il y avait cet aspect qui a un Ouais. peu été la goutte d'eau, mais également ils ont d'autres revendications pour que ce soit renforcé, pour qu'ils aient des effectifs supplémentaires. Et puis, d'ici 2030, avec ce qu'a annoncé le ministre Darmanin, en Outre-mer, la Martinique sera le seul territoire où il n'y aura qu'une seule prison. Parce que les autres, ils en auront 2. Nous, on est un seul. Donc, ils ont un peu une angoisse, et c'est normal. Mais au-delà de ça, donc, ils ont tapé du poing, ils ont été entendus. Il y a des réunions maintenant sans arrêt de leur hiérarchie à Paris. Et là, ils ont suspendu le mouvement, aujourd'hui, ce soir. Mais sous réserve, demain il y a encore une réunion, il y en a encore une jeudi, ils vont se concerter pour voir s'il est suspendu définitivement ou s'ils remettent un coup de pression en fait. Mais il semblerait qu'ils aient été entendus, en tout cas pour partie, ils attendent des garanties. Ouais. Cela étant, vous me posez la question pourquoi on en arrive là. Bon, c'est pas nouveau, enfin je veux dire, il y a eu des missions, ils ont eu une visite de ministres, ils ont eu des missions parlementaires. Je me souviens que certains parlementaires ont dit j'ai été à Ducos, j'ai alerté, etc. Ouais. Tout le monde y va, tout le monde alerte, mais eux, ils ne voient pas clairement le résultat très concret. Ouais. Et là, ils ont eu peur pour eux, ils ont raison. Et c'est vrai que ce centre pénitentiaire, il est d'abord en surpopulation, comme dans beaucoup d'endroits. C'est pas nouveau. Mais nous, avec la hausse de ce qu'on voit et avec des trafiquants qui viennent d'ailleurs, et qui sont comme on dit, des gros chaps, etc., enfin des types très dangereux en réalité, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un renforcement spécial, notamment pour notre prison de Martinique. Donc de ce sens-là, moi je comprends, j'ai eu M. Lordelot au téléphone et il m'a bien expliqué très clairement, et on peut comprendre effectivement, mais malheureusement ici en Martinique, il faut toujours qu'on aille jusque-là pour être entendu. Ouais, comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs, voilà. Emmanuel de Rênal, on a honte de notre prison? Moi, je trouve que ce mouvement est tout à fait légitime, parce qu'on l'a rappelé précédemment, l'environnement de la délinquance est en grande tension. Ça veut dire quoi, très concrètement? Eh bien, ça veut dire que vont se déverser encore davantage de détenus dans les prisons de Martinique. Ça, c'est le premier point. Je vous rappelle que la prison de Ducos a été calibrée pour accueillir 740 détenus. Et aujourd'hui, elle en abrite plus de 1000, 1010 précisément. On est à 137% de densité. Et ce chiffre-là ne va qu'augmenter. Donc, ce qui s'est produit et ce mouvement est le révélateur d'une vraie tension au sein de la prison. Et il y a aussi un autre chiffre qu'il faut rappeler, c'est que seuls entre 4 et 10% des cellules n'accueillent qu'un seul détenu. Ça veut dire que dans 90% des cellules, vous avez 3-4 détenus. Ça, ce sont des facteurs qui accentuent l'agressivité, donc qui augmentent la tension sur les personnels
de gardiennage, et tout ça dans un environnement de grande crise économique, parce que les moyens sont vétustes. On parle notamment de problèmes de véhicules. Il faut savoir que les budgets ne permettent même plus à cette équipe d'avoir des véhicules neufs. Donc, ils sont dans un système aberrant de location de véhicules qui coûte une fortune. Enfin bref, aujourd'hui, le système est en panne. Et je pense que ce cri d'alerte est un cri nécessaire. Et il faut impérativement qu'on trouve des solutions. En particulier, je pense qu'il faut qu'on crée assez vite une équipe locale de sécurité pénitentiaire pour que le personnel de prison n'ait plus besoin de compter sur notamment les forces de sécurité policières ou de gendarmerie. À l'intérieur des Oui, prisons. je pense que c'est important d'arriver à ça, compte tenu notamment de l'intensité d'agressivité qu'il y a chez les détenus qui arrivent, du fait notamment du narcotrafic qui alimente les prisons. Frédéric, j'ai envie de vous provoquer. Une fois n'est pas coutume. Oui. Est-ce qu'il faut arriver au modèle salvadorien? Mais c'est celui que je voulais vous proposer. Vous voyez, j'ai mes infos. Alors, Bah oui. pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le modèle salvadorien, on a un président du Salvador qui a décidé, pour arrêter l'engrenage infernal des maras, c'est-à-dire des bandes liées au narcotrafic essentiellement hyper violentes dans son pays, importées, il faut quand même le rappeler, des États-Unis. Les maras sont nés dans les prisons de Californie et ont été expulsés vers les pays d'origine, notamment le Salvador, et ont mis Il est grassement payé aussi. Comment? L'État salvadorien est grassement rémunéré à par raison les de ce États-Unis. service. Donc il a créé une prison gigantesque. Il y a plus de 40 000 détenus et le taux de criminalité a chuté de manière massive. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez pour la Martinique? Faites attention, vous êtes écoutés. On rappelle que les maras, ce sont vraiment des pôles de criminalité extrême. Hein. Ouais. Donc on va comparer rapidement avec la Martinique. Hein. La Martinique, il l'a expliqué le représentant des agents pénitentiaires, on a la Martinique pour, lors d'extraction, 3 agents pénitentiaires. En France, pour Alors, les expliquez détenus ce que très c'est qu'une dangereux, extraction, une extraction, c'est sortir un détenu dangereux. Pour l'emmener, par pour exemple, l'emmener d'un point à A à un un hôpital. point B, et Ou- pour le ramener d'un point B Ou au tribunal. à un point A, Ouais. voilà, en tout cas un point obligatoire. Donc, on a une escorte de niveau 4 avec 3 agents pénitentiaires chez nous en Martinique. En France, pour des détenus, Question. Armés ou pas? 3 agents pénitentiaires avec un véhicule classique et les renforts sont refusés. On a 8 à 15 agents en France, bon, selon le niveau, hein, police, gendarmerie, iris, avec des détenus très dangereux. Là, on est sur la doctrine de l'escorte. On passe aux États-Unis. Ça s'appelle les prisons Supermax. Avec les terroristes qui sont gérés par 4 à 8 agents minimum, même sans sortie. Vous voyez que ce n'est pas du tout... Encadré à l'intérieur même de la prison. Je tire mes sources du US Department of Justice et du Fédéral Bureau. Ensuite, au Mexique et en Colombie, on passe à une vitesse supérieure. Les chefs de cartel, 20 à 60 agents par extraction. Parce que là, quand on les extrait, ils partent. Convoi, armée, véhicules blindés. Allez, Salvador, pour vous répondre. Le top du top. Criminalité extrême, les fameux maras, une dizaine à une centaine d'agents. Ouais. Et là, on est sur la police et l'armée. Donc non, il n'est pas fou d'avoir des policiers et de l'armée. Et puis, on va terminer par l'Amérique latine sur les plus fortes zones de narcotrafic, avec des escortes lourdes systématiques. Et là, je tiens ma source d'Interpol pour les caïds spécialisés dans le trafic. Alors, je m'adresse aux fonctionnaires pénitentiaires. On va vous envoyer ce petit dossier, comme ça, lors de vos revendications, vous allez pouvoir comparer, faire un petit benchmark. Je n'ai pas besoin de dire que ma réponse est oui. Bon, on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Bertrand, tout ça, ça mène à rien, en fait. On a beau remettre des gens, des escortes, etc. L'objectif principal d'un homme ou d'une femme enfermée dans une prison, c'est de se barrer. Oui. Alors, votre premier propos, que tout ça sert à rien, quelque part, on est tenté, effectivement, d'aborder les choses sous cet angle, parce qu'il y a un vrai paradoxe en la matière.
Ça n'avait pas l'air, mais c'était une question. Vrai paradoxe, pourquoi? On est dans un contexte de néolibéralisme. D'accord? Notion d'État gendarme, voilà, vous connaissez tout cela. Où l'idée, c'est que l'État, sa fonction première, c'est de nous garantir notre sécurité. Et c'est même inscrit dans la Constitution, dans un article L111-1 du Code de la sécurité intérieure. C'est pour ça qu'on l'invite, en fait. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on l'invite. L'État, nous avons un droit à la sécurité. Donc, et on a décidé, certains politiques qui sont donc du côté de cette tendance de philosophie politique, le néolibéralisme. Alors pour que les gens, vous savez qu'en Martinique, nous, on aime bien les exemples. En fait, ces gens-là sont à droite. Généralement, oui. Voilà, c'est plus clair à mon avis. Généralement, d'accord. Qui prônent donc le retrait de l'État sur les questions donc, sociétales, sur les questions sociales, mais qui effectivement veulent que l'État assure sa fonction première, qui est de nous garantir la sécurité. Donc on a promu, de ce fait, on a promu la sécurité comme l'enjeu fondamental. Ouais. Et paradoxalement, on ne donne pas les moyens aux acteurs de la sécurité de remplir leur mission. C'est pour le moins assez singulier ce qui est en train de se passer. Et évidemment, les résultats sont catastrophiques puisque quand on ne donne pas de moyens à des gens qui sont, on va dire, pour le moins un peu tendus, eh ben, il y a des dérapages. Bien sûr. Mais on n'est pas là pour en parler, il y aura d'autres émissions pour ça. Évidemment, quand tout ça finit mal, on va à l'hôpital. Je vous avais dit qu'il y avait un lien logique. Sujet sur la réouverture des services de l'hôpital de Trinité, avant de parler de sa future reconstruction. Il n'y a pas une volonté affichée de pouvoir rendre à la population les services attendus par la réouverture de ces services qui sont quand même essentiels. Il s'agit de médecine, il s'agit de soins palliatifs, il s'agit de cardiologie, il s'agit aussi de réouvrir le bloc opératoire et les services qui sont annexés à ce bloc, à savoir toutes les interventions chirurgicales qui peuvent y avoir avec l'ophtalmologie. L'ARS s'est engagée à financer des éléments supplémentaires qui étaient déjà prévus, mais dont on ne sait pas où sont passées les finances, que ce soit pour la maternité, la rénovation de la maternité qui existait déjà en termes d'hospitalisation, mais aussi pour les consultations externes dont la deuxième tranche était prévue. La reconstruction est actuellement en cours de marché pour désigner un opérateur qui va nous faire les projets sur le terrain qui est dévolu pour la reconstruction. La reconstruction qui à l'origine devait se terminer cette année, entre parenthèses, est toujours en gestation. Et nous disons que ce qui est important, c'est de donner à la population du Nord, en tout cas aux 80 000 personnes qui sont concernées dans le Nord, les services attendus par un centre hospitalier public avec des finances publiques qui sont, pour notre part, mal utilisées, en tout cas sous-utilisées. Bien, comme vous le savez, le sujet est d'actualité puisque le DG de l'ARS était sur le plateau d'ATV pour parler justement, entre autres, des nouvelles décisions qui concernent l'hôpital de Trinité. Bon, là, il s'agit de la remise en service, mais on ne pourra pas... De certains services. Oui, de certains services essentiels aux yeux des syndicats, du personnel, mais également de la direction. Mais on ne va pas se censurer, on va parler également de la future reconstruction de cette espèce de serpent de mer qui s'appelle l'hôpital de Trinité. On a de bonnes nouvelles. Bon, parlons d'abord de la réouverture. Claude, quand elle entend ça, elle est morte de rire, évidemment. Tout simplement. Qu'on me menace. Tout simplement parce que elle adore ça. Elle adore qu'on lui mette la pression. Claude, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas normal que l'hôpital de Trinité soit fermé, réduit dans son exercice global. C'est un hôpital qui sert de protection pour l'hôpital de la Ménard, parce qu'il arrête le flux qui vient du Nord, il est beaucoup plus proche, etc. Pourquoi, pendant des années, on l'a, comment dirais-je, oublié? Et c'est une partie des revendications. Alors, on l'a oublié, enfin, il était dans un état, on l'a oublié, c'est vrai, dans un état d'insalubrité important. J'ai le souvenir de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé,
Elle était venue ici, moi j'arrivais ici, dans les années 2009, 2010, 2011, par là. Ouais. Elle était venue, elle avait été à l'hôpital de Trinité, elle était là, oh elle avait failli, elle était en apoplexie, parce que le ratio entre le nombre d'administratifs et le nombre le personnel soignant et les patients, c'était un truc de folie. Elle n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y avait des administratifs il y avait un ratio, il y avait 4 ou 5 personnes on explosait. Alors à l'époque, c'est vrai que l'hôpital, y compris pas seulement à Trinité, c'était quand même un pourvoyeur d'emploi important. C'est le premier employeur, il me semble, de Martinique. 7000 salariés. Il me semble. Largement devant la CTM. Vous qui embêtez régulièrement la CTM. Non, mais vous voyez qu'il y a mieux. Absolument. Donc c'était une soupape. Donc les frais de fonctionnement, etc., font que, au bout d'un moment, faut payer les salaires, faut payer les gens. Et puis finalement, on enlève certaines choses qui sont pourtant primordiales sur les soins, sur la qualité des soins, sur les soignants, etc. Au-delà de ça, sur le fond, ça c'est une chose. Mais je suis désolée, il y a combien de médecins qui sont partis de Martinique depuis entre 2021 et 2023 177. Donc j'ai regardé. Et donc on a fait partir. On n'en va pas rappeler les choses, mais on les a fait partir. Et donc maintenant, il faut les remplacer. Faut-il qu'il y ait une attractivité, qu'ils reviennent? Faut-il qu'ils aient des conditions intéressantes pour revenir? Ça commence un peu quand même, il ne faut pas désespérer. Mais quand on voit la médecine de ville, c'est-à-dire hors hôpital, quand on accompagne certaines personnes, ou même nous-mêmes, quand on va chez un ophtalmo en Martinique, un cardio ou autre, c'est juste un scandale. C'est un scandale quand on travaille dans le privé, parce qu'on perd la journée ou la matinée. Ouais. On vous dit 1 heure, c'est juste pas possible. C'est lié à beaucoup de choses, c'est lié aussi au transport, qui ne fonctionne pas. Mais bon, donc, alors là, on demande, c'est normal, vous m'avez posé une question, est-ce que c'est normal qu'à Trinité, il y ait un pôle de santé? Parce que dans le Nord, oublié des transports, oublié de beaucoup de choses, et puis la population, les gens quittent Fort-de-France, ils vont bien ailleurs. Hein. Oui, il y a plus de 80 000 habitants absolument, dans le Nord Atlantique, parce que toute c'est cette pas partie, une zone déserte. Absolument, Robert, Sainte-Marie, quand on monte, etc. Donc de toute façon, il vaut mieux avoir une qualité, un centre de soins digne de ce nom. Donc, très bien, mais il faut aussi que tout le monde, là c'est martiniquais, c'est nous-mêmes. Hein. Ça fait 2 sujets sur lesquels c'est nous-mêmes. On a fait partir les gens, c'est nous-mêmes, c'est pas l'État, c'est pas les syndicats, c'est pas... faut arrêter là. Donc il faut quand même être lucide là-dessus, sur nos comportements en général, et donc tout va ensemble pour moi. La réouverture, ça implique, ou même le nouvel hôpital, vous en avez parlé. On va en parler. On va en parler, ça implique aussi un budget, mais ça implique aussi un fonctionnement normal. Et ça implique aussi des relations apaisées et normales et respectueuses. Bien, un petit chiffre comme ça en passant pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Oui. Imaginons qu'il y ait une enveloppe de 100 millions au niveau national pour venir en aide aux hôpitaux qui sont en difficulté. La Martinique, elle toute seule, prend 25 millions. Alors évidemment, il y a des petits là à Besançon ou ailleurs, je cite Besançon volontairement, vous comprendrez pourquoi dans quelques mois, qui disent mais c'est pas possible. Nous, on a plus de gens, tout ça. Taisez-vous, la Martinique prend 25% et pour ça tout. Emmanuel, est-ce qu'il faut dire la vérité sur ces histoires d'hôpitaux? Est-ce que les Martiniquais doivent savoir que le système a dérapé il y a très longtemps, essentiellement en raison des choix stratégiques, en particulier en matière d'emploi? Absolument. Je crois qu'il faut dire les choses. Aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Et faire de l'électoralisme sur le dos de nos instruments publics, eh bien, ça finit par nous exploser au visage. C'est ce qui est en train d'arriver. Et là, ça touche à la santé des Martiniquais. Donc c'est très grave parce qu'on parle quand même d'un déficit cumulé d'1,2 milliard €. C'est ça le vrai chiffre du déficit du CHUM. La seule année dernière, c'était 154 millions d'euros. On est sur des chiffres colossaux, démesurés, avec des problèmes de gestion par le passé qui sont en train de s'améliorer quand même, il faut bien le dire. Il y a quand même des efforts qui sont faits, mais on traîne un passif de mauvaise gestion de nos instruments qui aujourd'hui rendent la situation très complexe. Malgré ce contexte d'immenses difficultés, moi je me réjouis quand même qu'on trouve les moyens de construire un hôpital à des Marinières. Donc c'est quand même là-dessus, il faut s'en réjouir malgré tout. Parce que allons rassurer tout le monde. Oui.
les annonces sont très claires, la décision de Bercy, parce que c'est quand même le ministère de l'économie qui verrouille un peu, l'hôpital de Trinité va être reconstruit. Oui. Les projets architecturaux, en tout cas les constructeurs ont été choisis. Oui. Alors évidemment, ça va se jouer entre 3 porteurs de projets et ça devrait démarrer dans les mois qui viennent. Oui, ça devrait aboutir et ça c'est une très bonne chose parce que l'hôpital actuel de Trinité ne peut pas être réhabilité. Il est dans un état, il est en trop mauvais état. Rappelons qu'il a quand même subi le tremblement de terre de 2007. Il est vétuste, etc. Et rappelons aussi, Claude l'a dit, Trinité, c'est pour servir 100 000 habitants. S'il n'y avait pas de centre hospitalier dans le nord de la Martinique, c'est une perte de chance terrible pour 100 000 personnes. Ouais. Parce que la distance moyenne de quelqu'un qui habite à Basse-Pointe, à Grand-Rivière, est de 4 heures, s'il y a des embouteillages, pour arriver à l'hôpital de Fort-de-France. Donc c'est vital et c'est nécessaire. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Il faut impérativement qu'il y ait un outil performant dans le Nord. Frédéric, on a tendance à stigmatiser, comme j'ai fait semblant de le faire, les dérapages sociaux, soupapes de sécurité, emploi, etc. Mais il n'y a pas que ça. Le mode de financement national pour les hôpitaux est catastrophique. La T2A, enfin, La un truc T2A, un truc genre tu es une entreprise, tu fais comme si tu es une entreprise et puis ne viens pas nous emmerder. En fait, c'était ça. C'est toujours ça en partie. Et ça a plombé l'hôpital qui a quand même des particularismes, qui a une population dont le taux de précarité est extrêmement élevé. Et ça aussi, ça pèse. Ça doit, et les syndicats, les médecins, les dirigeants, d'ailleurs, n'arrêtent pas de le répéter. Et il semblerait que Bercy ait enfin compris. Oui, alors c'est vrai qu'on parle quand même, quand on parle de la France, de 2,7 à 2,9 milliards d'euros de déficit rien qu'en 2024, au chiffre du ministère de la Santé. Donc c'est loin d'être un problème 100% martiniquais. Ouais. Et il est vrai que Nicolas Sarkozy, avec ses 2 réformes, que ce soit la T2A, alors il faut expliquer ce que c'est. La T2A, c'est la Bertrand, tarification à c'est mon tour. Je sais. Mais c'est plus fort que lui. Je sais que tu en as envie, mais je vais te laisser la parole, t'inquiète pas. Merci. C'est la tarification à l'activité. Moins crispé, on le refait. Donc, la tarification à l'activité, c'est le fait, finalement, de rémunérer les hôpitaux à l'acte. C'est ce que Sarkozy a mis en place en 2009 dans sa réforme. Et par conséquent, tous les services jugés peu rentables, comme les services des soins palliatifs, comme les services de gériatrie, comme les hôpitaux de proximité. Là où il n'y a pas d'acte. Là où il n'y a pas d'acte, où les actes sont moins rémunérateurs, avec une marge moindre, ont été déconsidérés, alors que ce sont les services de proximité. Ce qu'on appelle un acte, par exemple, vous êtes opéré de l'appendice. Voilà, une opération de l'appendicite, exactement. On ouvre, on enlève, etc. Ça, c'est un acte et ça a une valeur. Absolument, Voilà. ça a une valeur qui est bien sûr contrebalancée par la sécurité sociale. C'est elle qui finance. Et qui n'est pas... Oui, et puis qui peut aussi, selon le mode, clinique privée ou hôpitaux publics, être financé différemment. Ça, c'est la première chose. Donc, les hôpitaux se sont très naturellement tournés vers les actes les plus rentables, pour être bref. Il y a aussi, vous l'avez dit, l'HPST, qui est la réforme, toujours de M. Sarkozy, hôpital, patient, santé, territoire, qui a renforcé le pouvoir des directeurs d'hôpitaux, qui a renforcé l'ARS, mais qui est aujourd'hui considéré par beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels, même administratifs, comme une sorte de couche managériale relativement inutile, administrative, dans laquelle on a placé encore, enfin certains le disent, on a placé encore finalement un obstacle à la proximité, aux opérations, si je puis dire. Et n'oublions pas qu'il y a eu également la réforme des 35 heures, qui, comme dans l'hôtellerie-restauration, et là on parle on ne parle pas d'hôtellerie-restauration, mais on parle d'une économie vitale qui est celle de la santé, qui a complètement désorganisé les services, puisque les 35 heures ont été pensées pour, il faut bien expliquer, pour le secteur tertiaire. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux télétravailler ou tu peux remettre le travail au lendemain. Mais dans des métiers en tension où vous avez besoin d'assurer une présence 24 sur 24, ça a considérablement modifié le schéma. On a dû embaucher des intérimaires, on a dû payer des heures supplémentaires. Et j'achèverai en disant que cet hôpital de Trinité, on ne le dit pas assez souvent,
je ne le savais pas, je n'étais pas encore née, mais ça a été l'un des premiers établissements avec la clinique Saint-Paul à mettre en place la PMA, la procréation médicalement assistée. Tout à fait. Donc félicitations à tous ceux qui étaient à l'origine du projet. Exactement. Bertrand, on a un vrai souci Un de vrai- politique publique Oui. en réalité. Tout à fait, un vrai sujet politique. Avant d'être un sujet de politique publique, c'est un sujet politique. Surtout qu'il y a des décisions ministérielles, enfin gouvernementales concernant l'ARS, Oui. une espèce de refonte des ARS, on en a parlé. Il y a des choix municipaux d'offrir un terrain. Alors, ce n'est pas tout à fait municipal au départ, hein, c'est privé, mais bon, grosso modo, donc il y a des intérêts liés à la politique locale. Tout ça, ça rend les choses un peu difficiles. Et puis, il y a une attente de tous les acteurs vis-à-vis de la CTM, en disant à la CTM, bon, les mecs, l'hôpital va se faire tout ça, mais les VRD, pourquoi ils ne se font pas? Pourquoi il y a un blocage? Alors, on parle de quelque chose qui est central, et puis ça tourne tout de suite à l'affrontement politique. C'est normal, je pense que c'est un peu normal parce que vous avez une question, j'ai envie de dire, qui devrait être une question nationale et non pas étatique. C'est toute la différence. Donc, nationale, c'est toute la société, donc y compris les collectivités territoriales. Étatique, ça veut dire que le monopole de l'État. Et c'est ce qui s'est passé le 9 août 2004 avec donc, une loi relative à l'assurance maladie, effectivement, qui a recentralisé la question donc, de la santé. Aujourd'hui, les collectivités locales n'ont qu'un rôle résiduel. Il suffit donc de voir avant donc l'ARS, il y avait les ARH, les agences régionales d'hospitalisation. Et la région y siégeait, mais avec seulement voix consultative, mais elle payait. Ouais. Ce qui correspond effectivement à une tendance où... Ça a continué d'ailleurs. Hein. Maintenant, ils ont voix délibérative. Voix délibérative, donc les choses ont un peu changé avec la loi Bachelot de 2009, effectivement, qui a permis que les collectivités puissent siéger au conseil de surveillance, parce qu'aujourd'hui, c'est tout cela aussi intéressant. Oui, mais c'est que l'organisation, la bataille politique. L'organisation reflète ce qu'on observe dans les entreprises privées. Et tout cela participe de ce qu'on appelle, depuis les années 70, le New Public Management, où il s'agit d'aligner le fonctionnement des organismes publics sur les entreprises privées. Donc on a une organisation qui est un peu particulière, donc tout cela dans une New Public Management, alors que la question de la santé, et j'insiste, ce n'est pas seulement une question de politique publique, c'est d'abord une question politique. Parce que derrière tout cela, il y a un enjeu fondamental. Garantir aux Français le droit à la protection de la santé. Ouais. D'accord. On a vu tout à l'heure le droit à la sécurité. Oui, là, c'est le droit à la protection de la santé. Mais soigné. Figurez-vous qu'il faut se méfier quand on dit droit, le mot droit. Il y a des droits A, il y a des droits D, qui n'ont pas la même portée normative. Donc celui-ci, le droit à la santé, d'accord, c'est simplement ce qu'on appelle une obligation de moyens. Simplement, on invite le gouvernement à prendre des mesures pour nous garantir le droit à la protection de la santé. Mais c'est une question donc d'obligation de moyens, donc de volonté politique. Je savais qu'il allait conclure sur ça. Et en plus, il emploie des gros mots normatifs. Stop. Emmanuel Vérinal, nous arrivons dans le dernier tunnel des plus et des moins. Oui. Alors moi, je propose... T'es un peu surpris. Oui. Et oui, il n'y a plus de sujet, on a tout très traité, bien, c'est parti. parfait. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer 2 plus. Et parmi ces plus, une fois n'est pas coutume, je vais faire un plus en faveur de l'État dans sa lutte contre le chlordécone. Après avoir dézingué l'État, tu sais. Oui. Allez, non, parce que un petit moment de bisounours. La semaine dernière, à l'initiative de l'État et de toutes les parties prenantes, s'est réuni un COPIL et je trouvais que la démarche était forte parce que étaient réunis autour de l'État des élus, des parlementaires locaux, des acteurs syndicaux, des acteurs associatifs, la banane, et tout ça pour réellement, et le sentiment que j'ai eu, c'était enfin d'apporter des solutions concrètes. Et donc, il y a eu des rapports qui ont été rendus de ce COPIL, qui ont démontré qu'en effet, là on sent devrait enfin
de vrais bénéfices, de vraies avancées. Les tests de chlordéconomie sont en forte augmentation. L'accompagnement des agriculteurs et des pêcheurs s'est amélioré. Ça, c'est objectif de l'avis de tous ceux qui ont participé à ce COPIL. Et la recherche scientifique également est sur de bonnes voies, puisqu'il y a un colloque qui arrive bientôt. Oui, au mois de juin. Et le deuxième coup de cœur, c'est une initiative que je trouve tout à fait à propos à l'occasion du carnaval. C'est le Rotary Club de Fort-de-France et le lunetier Afflelou qui va distribuer le dimanche 15 février, pendant les défilés du carnaval, une centaine de casques et de protections auditives pour les enfants, de manière à sensibiliser les familles des dangers de trop de bruit qui vient détériorer les capacités auditives des enfants. Je trouve que cette démarche est bienvenue et plutôt intéressante. Très bien. À la bête à feu, il y avait beaucoup de parents déjà. Sensibilisés. C'est nouveau, c'est pas mal. Frédéric, alors je cru comprendre qu'il y a un train de plus. Mais non, n'ayez pas peur, Eddy. Donc, je vais tout d'abord... J'ai 2 plus ce soir. Très bien. Je vais tout d'abord vous présenter un ouvrage et une approche qui est tout à fait originale, c'est l'approche de l'improvisation. Je vais vous parler d'Aude Diano, qui a une approche extrêmement originale, qui fait de l'improvisation théâtrale un outil de développement personnel et professionnel. Vous savez, vous seriez étonné de voir combien de personnes ont peur de la prise de parole en public. Et finalement, pas de discours théorique interminable, on joue, on expérimente, on agit pour développer sa réactivité et pour découvrir la méthode en vrai. Ce livre en est le point d'entrée. Aude Diano propose une après-midi découverte, donc c'est offert, par l'impro théâtrale le jeudi 5 mars à Schellcher. Infos et réservations sur aude.diano.fr. Ça, c'est mon premier plus. C'est le premier plus. Bon. Le deuxième plus, c'est la mission Carnaval. Marée tête et puis chapeau. Carnaval Fort-de-France 2026. Donc, le thème, il est fort, c'est le thème de l'inversion, c'est le thème de la dérision et c'est le thème de la liberté de création, avec dès janvier un agenda de Vidé, la Linkley, Carnaval des écoles, etc. Et je voudrais juste parler du fait de choisir une thématique pour le Carnaval, si vous me le permettez. Je ne sais pas si c'est un plus ou un moins, mais c'est un avis en tout cas. Le Carnaval reste un moment agréable, festif mais éphémère. On s'amuse et on passe à autre chose. Alors que le thème oblige à s'arrêter un instant, à regarder autrement et à comprendre ce qui se joue derrière la fête, il transforme le plaisir immédiat en expérience qui a du sens. C'est là que le carnaval devient plus qu'un divertissement. C'est un espace de réflexion, de mémoire et de profondeur. Il ne faut pas provoquer Bertrand parce qu'il va dire que le carnaval, c'est encore un truc politique. Bertrand, plus ou moins? Tout est politique, hein, monsieur. C'est parti. Alors, plus ou moins? J'ai un plus et un moins. C'est parti. Rapidement, parce alors, que le temps... moins me fait... c'est un moins, mais il me fait sourire. C'est la décision donc, de M. Trump qui a exigé que le gouvernement saint-lucien ne fasse pas venir des Cubains pour former les futurs médecins. Ouais. C'est un moins, mais ça me fait un peu sourire. Et puis le deuxième, par contre, un vrai sourire pour nos producteurs de miel qui ont obtenu donc, des prix, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois. Donc, on ne peut que les féliciter. On a encore des abeilles. On a encore des abeilles. Bon, eh bien, Claude Titina. Alors, moi, d'abord, je voudrais parler... Bon, on va rester sur la santé. D'abord, on va parler rapidement de Calmette, qui a fêté ses 120 ans et qui est quand même un dispensaire que beaucoup ont connu, mais maintenant, qui est devenu un centre de santé, avec même une décentralisation sur Saint-Pierre, sur Grand-Rivière, avec un projet... à la santé. Absolument, avec un projet sur le François. Dans nos souvenirs, c'était lié à la vaccination, mais en réalité, il y a beaucoup de spécialités maintenant aujourd'hui. Il y a des milliers de patients qui passent chaque année. Et donc, c'était une initiative de médecins qu'on a un peu connus. Enfin, pas tout à fait, 120 ans. Certains d'entre eux. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle initiative et pourvu qu'elle continue sur notre territoire. La deuxième chose, toujours sur la santé, on va parler un peu d'oncologie, puisque j'ai une petite médaille. Oui. Alors, j'ai une petite distinction. Alors, ça, c'est de l'autopromotion, donc c'est moi qui récupère ce plus. Claude Titina,
Il est là. J'ai mis Claude là. Titina a reçu de la part des organisateurs des prix Maurice, ça s'écrit M-O-R-I-S, une médaille de l'engagement citoyen Ouais. pour sa lutte contre, de Enfin, manière générale, la le prévention, cancer ouais. et La prévention. sa fidélité à la cause. Voilà. Absolument. Et c'était Donc- une vraie surprise parce qu'on m'avait dit que j'allais remettre un prix comme l'an dernier et comme l'année d'avant, mais je ne savais pas par contre que j'aurais été appelée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que redire aux Martiniquais que nous avons quand même des médecins, des praticiens, des professionnels de santé formidables dans le domaine du cancer, du traitement du cancer, de l'oncologie. Moi, j'ai remis un prix, j'en parle justement au docteur Joanne Rose, dite Modestine, qui est Tout à fait. chirurgien urologue. Un urologue. Fantastique, qui a vraiment des idées innovantes, qui est jeune et qui est un mangovulsin, vraiment chapeau. Et pour tous les autres, et puis il y a un très bel article, très détaillé. Il suffit de regarder Google, vous faites les prix Maurice. On n'a pas dit pourquoi, parce qu'Annick Maurice était la première femme cancérologue en Martinique. Tout à fait. Et qui malheureusement a été emportée par la maladie très rapidement. Voilà, donc Très c'est bien. pour ça, c'est en sa mémoire que ces distinctions sont décernées. Et puis juste pour terminer, féliciter tout de même l'organisation, enfin la mairie du François, enfin les administratifs, les personnes qui se sont occupées de préparer l'ensemble des événements autour du décès du maire, parce que la veillée était fabuleusement bien organisée. Et c'est rare, c'est pour ça que je voulais le souligner. Voilà. Très bien, merci pour eux. Bon, très rapidement, alors je subis plein d'attaques évidemment parce que on délivre quelques vérités. Alors, je voudrais signaler aux gens qui, à l'intérieur de la Caisse générale de sécurité sociale, vise Eddy Marajo, que je viens de recevoir un fichier des entreprises ayant bénéficié de délais de paiement de manière illégale ou ayant financé directement l'obtention d'attestations de régularité sociale. C'est arrivé comme ça, de manière inopinée. Donc, je tiens quand même à vous le signaler. Très bien. Bon, parce que bon, c'est bon, quoi. OK. Et je tiens à nouveau à féliciter Monsieur Maclou Rigobert pour sa tentative de nettoyage des écuries. Et bon courage On se le dise. Bon courage à son successeur. Ah oui, d'ailleurs, moi, je voudrais bien le recevoir pour qu'il nous dise est-ce que tout ça est à nouveau opérationnel. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est au service des citoyens martiniquais. Merci et puis félicitations à tous ceux qui bossent au service des citoyens à l'intérieur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, parce qu'ils sont la très grande majorité et je tenais à leur rendre hommage ce soir. Très bien. Alors, félicitations à vous. Je savais que ça aurait été une émission un peu complexe. Je tiens à dire à Bertrand qu'il faut qu'il revienne plus souvent. Voilà. Et on fera en sorte que vous reveniez plus souvent. Que vous m'invitiez. Mais on va vous inviter plus souvent parce que je sais que vous faites l'objet de tentatives de récupération systémique. Ne vous inquiétez pas, vous nous appartenez aussi. Je suis un homme libre. C'est un homme libre. En tout cas, merci aux équipes, merci à la chaîne, merci aux dirigeants de la chaîne, merci aux salariés de la chaîne. On est encore là. Enfin, on espère pour très longtemps. À bientôt. À la semaine prochaine. Carnaval, hein.